Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Koh-Lanta All Star. Donc ça faisait longtemps. Voilà, la dernière saison, heureusement que j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'ai lâché en cours de route. Voilà, à la base je voulais faire une pause au milieu, enfin pas vraiment faire une pause, mais comme je déteste les épisodes coupés en deux, je m'étais dit bon voilà, je vais faire ma pause là. Voilà, je vais pas regarder le premier, je vais attendre que le deuxième sorte et regarder les deux à la suite. Et après en fait j'ai complètement lâché là, j'ai vu l'orientation chez un pote. Et en vrai je sais même plus qui c'est qui a gagné la dernière saison. C'est vrai que un jour il faudra que je la revoie vraiment de manière normale, à tête reposée, plutôt que dans les conditions dans lesquelles je vis actuellement. Même si c'est vrai que maintenant que Koh-Lanta est sur Netflix, c'est beaucoup plus simple parce que Netflix, quand ils mettent les programmes sur Netflix, ils sont pas hyper lourds, donc ça consomme pas énormément de données mobiles, contrairement à TF1 qui consommait beaucoup. Donc voilà. Donc bah voilà, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé pour parler de Koh-Lanta ou Pékin Express, de choses comme ça, donc ça fait plaisir. Voilà, alors j'ai mes petites notes avec moi, j'en ai pas pris des tonnes, parce que je trouve qu'il n'y avait pas non plus des tonnes de choses à dire. Je regarde juste un petit truc, si j'ai mis à jour mon truc sur les films. Non, il faudra que je pense à mettre ça à jour, parce que pour ma chaîne cinéma, globalement, pour mes futurs top et flop, voilà, je note tout ici avec mes notes. Donc voilà, on a tous mes films, tous mes documentaires, bon ça je l'ai pas vu beaucoup. On a toutes les séries télé que j'ai vues pour l'instant qui elles sont à jour. Ouais, qui sont à jour. Voilà, ouais, après il y a des tops, je ferai des tops aussi par rapport aux personnages. Donc là il y a le top des créatures. Et là on a le top des persos masculins et des persos féminins. Alors je dis top, c'est pas encore sous format top, hein, voilà, là j'ai des catégories qui ensuite seront développées sous format de top. Et puis bah comme là, hein, les séries télé, voilà, c'est juste au compte-gouttes que dans l'ordre que je les ai vues avec des notes. Et après oui, en fonction des genres de chaque film et série, ce sera cette fois rangé en top plus tard. Voilà, donc normalement c'est mon cahier où je parle de cinéma, mais bon, pour faire mes vidéos Koh-Lanta, il faut bien que j'ai quelques notes, hein, voilà, j'ai juste pris ça, et je pense que ce sera à peu près pareil à chaque épisode, à moins qu'il y ait des trucs à dire de plus ou de moins, hein, voilà. Voilà, donc les vidéos Koh-Lanta, comme vous savez, il n'y a pas de photos quoi que ce soit, parce que TF1 est très relou, enfin pas TF1, mais l'entreprise qui gère Koh-Lanta, parce que TF1 c'est le diffuseur, mais il y a une autre entreprise, je sais plus c'est laquelle, qui elle dirige vraiment Koh-Lanta et qui du coup est hyper relou avec les youtubeurs qui utilisent des photos, des vidéos, des machins. Donc voilà, je mettrai rien, il y aura juste moi qui parle et puis voilà. Donc vous n'êtes même pas obligé de regarder, vous pouvez juste écouter. En plus en soi c'est un all-star, donc on connaît déjà tous les aventuriers, même s'il y en a que j'avais oublié entre deux. Si vous avez vu ma vidéo précédente qui date quand même un peu maintenant, qui était à l'époque où ils avaient annoncé le casting du all-star, j'ai fait une vidéo pour donner mon avis dessus. Voilà, donc si vous l'avez vu, bah, vous savez qu'il y a des aventuriers que je connais très bien, d'autres un petit peu moins parce qu'ils m'intéressaient moins, et d'autres bon, bah, dont je n'avais absolument aucun souvenir. Voilà, alors que pourtant, ceux dont j'ai parce que sur internet, on avait parlé avec des gens de ça, et ouais, j'étais en mode, putain, dans le All-Star, il y a des gens, je m'en souvenais même pas. Il y a quelqu'un qui me répond en me disant, ah ouais, bah c'est sûrement parce qu'il aime des anciennes saisons. Je fais, bah non, justement, c'est ça le problème en fait avec Koh-Lanta aujourd'hui. C'est que les vieux, je m'en souviens, hein, Moussa, qui est celui qui était dans la plus ancienne saison, je m'en souviens très bien. Du coup, ensuite, c'est Freddy et Christina qui étaient dans des anciennes saisons, je m'en souviens très bien. Hugo, je m'en souviens très bien. Bon, plus de son parcours récent, mais je m'en souviens très bien. Bon, ça appartenait en moins parce que, pour le coup, la saison 12, moi, je l'ai trouvée tellement ennuyante que je suis pas allé beaucoup plus loin. Euh, Enfin, j'ai dû regarder 3-4 épisodes et après j'ai arrêté, comme la saison 14. Mais je les re-regarderai un jour en entier, en me forçant un peu. Peut-être que là, j'aurai l'illumination que les gens ont. Surtout avec la saison 14, hein, que la saison 12, elle n'est pas non plus si populaire que ça. Mais la saison 14, avec Marc et tout, je sais qu'elle est méga populaire. Mais moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Bref, c'est pas le sujet.
Le sujet, c'est plutôt que, pour le coup, je me souviens des vieux candidats, mais pas des plus récents. Genre, Laure, attends, il y a Laure, il y a Johanna, vraiment, ces candidates-là, j'en avais aucun souvenir. Alors pourtant, ce sont des meufs qui sont, pour cas de Laure, qui était allée extrêmement loin. Et non, je m'en souvenais pas. Et la saison, elle a peut-être à peine 1 ou 2 ans, quoi. C'est catastrophique. Mais bon, après, on n'est pas là pour débattre de est-ce que c'était mieux avant ou pas. Mais en tout cas, il y a des candidats qui étaient plus marquants avant. Il y en a qui sont encore marquants aujourd'hui, parce que je vois souvent les gens qui critiquent les castings d'aujourd'hui. Effectivement, ils sont moins bons qu'avant. Mais il y a quand même des candidats qui sont très marquants dans les saisons actuelles. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Bref. Donc ce All-Star commence plutôt bien. Voilà, j'ai envie de dire que ça commence plutôt bien. C'est difficile de juger après un seul épisode, même si ce qui se passe dans le générique m'a énervé. Voilà, ça m'a énervé. Ils ont typiquement rajouté le truc que je déteste dans Koh-Lanta, mais on reviendra dessus en fin de vidéo. Puisque d'abord, on a les candidats qui arrivent un peu les uns après les autres. Donc voilà, comme ils sont All-Star, il y a un peu ce truc, on les fait venir en petits morceaux à chaque All-Star, c'est un peu comme ça, voilà. Bon, c'est plutôt sympa, ça permet un peu de se remémorer les aventuriers et tout ça, surtout pour ceux qui n'auraient pas suivi plus que ça les infos avant. Et ensuite, voilà, Denis il annonce le concept du début de saison, puisque là c'est que pour le début de la saison, je pense qu'au bout d'un moment ils vont vraiment partir en solo, qui est le fait d'être en binôme. Alors le truc qui est dommage avec la production et surtout les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui on a toutes les infos à l'avance. Ce qui veut dire que là, le fait que Denis il nous dise oui, la saison débutera en binôme. Pour nous en tant que spectateur, j'ai envie de dire, l'annonce, elle n'est pas incroyable parce que en fait l'annonce on l'a déjà vue sur internet. Alors que par exemple en 2009 ou 2010, là où les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'importance et encore moins la production ne donnait pas d'infos sur les réseaux sociaux, du coup, quand d'un coup Denis a annoncé qu'il allait avoir des colliers d'immunité, voilà, qu'il y en avait sur le camp, et puis que je crois qu'il s'appelait Maxime, le candidat qui a créé pour la première fois le faux collier d'immunité, machin. Bon, tu vois, là, l'annonce, elle était intéressante, tu vois, t'étais là en mode wow, ok, il va se passer un truc, c'est nouveau. Avant, les gens ils se démerdaient, maintenant ils ont une sorte d'arme qu'ils doivent trouver pour s'en sortir, enfin, pour se protéger. Et du coup, les réseaux sociaux et la production ne venaient pas tout nous gâcher. Les infos, on les avait en direct, et ça c'était bien. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a toutes les infos à l'avance. Et que ce soit pour ça, mais pour tout et n'importe quoi. Depuis au moins 2, 3, voire 4 saisons, pour le coup, Denis, mais surtout la production, ne peuvent pas s'empêcher de nous dire oui, cette semaine, il va se passer une dinguerie, il va se passer ça, soit à l'épreuve, soit au conseil, machin. Et en fait, ils nous spoilent un peu des trucs. Alors déjà que le générique a souvent tendance à spoiler des choses, donc moi je saute le générique. Le petit teaser de fin, il a tendance un peu à aussi annoncer un peu trop de choses, même si en général il y a des infos un peu piégeuses et tout. Mais bon, après ça, encore le générique de fin, c'est bien pour teaser la suite, mais ça n'empêche qu'il peut spoiler quand même 2-3 trucs. Mais bon, ça spoil 2-3 trucs que de l'épisode d'après, là où souvent le générique te spoil des fois des trucs qui se passent après la réunification, ce qui est quand même grave. Mais voilà. Et du coup, je sais même plus pourquoi j'ai digressé comme ça. Attends, oui, c'était par rapport au réseau, oui. Le fait que l'annonce des binômes, du coup, est pas si marquant, parce qu'en fait, nous, en tant que spectateurs, on la connaît déjà. Alors, on voit la réaction des candidats, c'est bien, mais pour nous, c'est pas marquant, plus que ça. Mais si on n'avait pas les infos sur Internet, forcément, ce serait nous aussi, on serait choqués. Tu vois, c'est comme il y a une saison All-Star où ils arrivent et on leur dit, hop, là, tout de suite,
ceux qui n'arrivent pas à faire la première épreuve, vous êtes éliminés sur le champ. Tu vois, à l'époque, c'était un choc. Toi, tu es là en mode what, attends, qu'est-ce qui se passe, machin, parce que à l'époque, on donnait pas d'infos sur les réseaux sociaux. Et c'était très bien. Mais bon, après, le concept est sympa. En plus, je pense les candidats, en arrivant, je pense qu'ils ont quand même dû se douter d'un petit truc parce que quand tu vois que tu as 2 personnes par saison, et en plus à chaque fois un homme, une femme, je pense qu'ils ont dû avoir, ils se sont peut-être pas dit: «On va être en binôme toute la saison», mais ils ont dû se dire: «Il y a quand même un truc, bizarre», voilà. Donc ils sont matchés par saison. Je trouve qu'il y a des duos quand même extrêmement forts comparé à d'autres, hein. Par exemple, Clémentine Yacine, c'est extrêmement fort, hein. On trouve Yacine qui est hyper fort dans les épreuves. En plus, avec son travail de constructeur, il fait des trucs de fou sur le camp. Et Clémentine qui est très forte sportivement également et qui est une grosse stratège. Tu te dis, mais en fait, le binôme est trop fort, en fait. Et il y en a d'autres, hein, qui sont très forts. Christina, Freddy, le binôme est très fort, hein. Même s'ils ont vieilli par rapport à leurs anciens Koh-Lanta, le binôme est extrêmement fort. Là où à côté, je trouve qu'il y a des duos qui sont moins forts, tu vois. Par exemple, j'aime beaucoup Dorian parce qu'il vient de Caen, mais Dorian, Lola, je trouve que c'est moins, tu vois, je trouve c'est pas très équitable, le départage des équipes. Voilà, le concept, moi j'aime bien, voilà, on prend des gens des mêmes saisons, ils font en équipe et tout. Je trouve le concept sympa, mais je trouve que c'est pas très équitable, hein, parce qu'il y a clairement des équipes beaucoup plus fortes que d'autres, même si, encore une fois, ça veut jamais dire qu'on va aller le plus loin ou qu'on va gagner. Mais je trouve que sur le postulat de départ, il y a des équipes quand même avantagées par rapport à d'autres. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont annoncé ça, au lieu d'avoir une équipe rouge et une équipe jaune, ils ont tous un bracelet avec une couleur différente. Et ils ont un totem spécial, puisque du coup, ils ont un totem où il y a une face homme, une face femme, pour symboliser les binômes. En fait, j'aime bien le concept du totem. Le seul truc qui est un peu con, c'est que, en fait, d'ici sûrement la réunification, il n'y aura plus de binôme, donc il y a encore, je sais même pas quand ils peuvent faire une réunification puisqu'il n'y a pas d'équipe. Bref, je sais pas trop comment elle va être la saison en elle-même, mais bon, au bout d'un moment, on sait que quand il y aura de moins en moins de candidats, ils vont passer globalement à la réunification, pas à la réunification, en solo. Et du coup, le totem en lui-même va perdre un petit peu de sa symbolique, puisque du coup, il est censé symboliser avec sa face homme et sa face femme, il est censé symboliser justement le fait que les gens soient en binôme. Donc une fois qu'ils seront plus en binôme, sûrement la deuxième partie de l'aventure, du coup, le totem perdra un petit peu de sa symbolique, mais il est quand même stylé. D'ailleurs, le fait de faire une disposition avec tous les vieux totems des anciennes saisons, c'était très stylé aussi. Bref. Donc l'épreuve, comme d'habitude, le jeu commence immédiatement avec une épreuve de confort. On nous annonce que le confort, c'est d'aller sur une petite île confortable. Alors il lui donne un nom, mais je sais plus comment elle s'appelle. Moi j'appelle ça l'île confortable, hein. Voilà, ils vont sur une île où il y a tout, il y a la cabane, il y a de quoi faire du feu, il y a de quoi pêcher, il y a de quoi trouver de la bouffe sur l'île. En fait, ils ont tout à disposition, ils ont rien à faire. Et en plus, ils ont des indices et peuvent tester l'épreuve d'immunité. Alors pour le coup, pour cet épisode-là, à voir si dans les autres épisodes, ce sera à chaque fois pareil. Voilà. Et du coup, l'épreuve, elle commence. Donc l'épreuve, c'est une épreuve que moi j'aime beaucoup dans Pékin Express. Alors peut-être qu'elle a été apparue dans Koh-Lanta avant, j'en sais rien. Mais moi, quand j'ai vu l'épreuve, j'ai tout de suite pensé à certaines épreuves d'immunité de Pékin Express où les candidats, vous savez, des fois, soit ils ont une jarre dans les bras ou quelque chose dans les bras, et ensuite les autres membres de chaque binôme doivent les remplir. Par exemple, avec la jarre, ils devaient remplir les jarres d'eau de leurs adversaires. Il y a un coup, c'était avec du sable qu'ils devaient mettre ça, je sais plus dans quoi, enfin bref. Et ça, c'est un peu un classique de Pékin Express. Dans quasiment chaque saison, tu as cette épreuve-là pour foutre la merde, parce que tu sais qu'automatiquement, il y a un binôme qui va être vachement désavantagé au départ, et puis ensuite, il y aura la guerre entre les deux derniers pour gagner.
et en général ça crée des petites tensions, des petits trucs. Bon après Pékin Express, il y a rarement des coups de gueule au point de koh comme il y a pu avoir dans certaines saisons, mais moi j'aime bien, c'est un peu l'épreuve fout la merde quoi. Et là, bon, le fait qu'ils la sortent dès le début, où ils sont hyper nombreux, je sais pas si c'était pertinent parce qu'au final l'épreuve elle est très longue à regarder, mais pas inintéressante, hein, mais elle est quand même assez longue à regarder pour des gens quand même très statiques. Voilà, parce que même quand les gens ils partent chercher les sacs, bah, on les voit pas réellement aller chercher les sacs. Le montage fait qu'on les voit partir, et puis ensuite on les voit mettre les trucs dans les paniers. Et du coup, nous en tant que spectateurs, c'est surtout un truc très statique qu'on voit, mais ça reste sympa. Ça reste sympa. Il y a des petites choses, moi en tout cas, qui m'ont surpris. Parce que du coup, le jeu, il vient tout juste de commencer, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Il n'y a pas eu le temps, tu vois, de créer des alliances ou des amitiés, machin. Alors, bien sûr, quand on est fan de koh on sait très bien que les aventuriers se fréquentent tous, pour la plupart, en dehors de l'émission, que dès qu'il y a une nouvelle saison, ils se regroupent par petits groupes pour regarder l'émission en fonction de leurs affinités, des fois de la même saison, des fois avec des gens des saisons d'avant. Donc on sait qu'au fond, ils se connaissent tous déjà un petit peu, pas autant que ceux qui ont vécu la même aventure, mais ils se connaissent quand même déjà un petit peu tous. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que au premier moment, ils vont chercher des sacs. Les gens ont chargé à mort Vincent et Laure, et ils n'ont rien mis dans le panier de Nawel et Moussa. Et ça m'a énormément surpris, parce que personnellement, tu vois, c'est le premier tour, tu sais pas à qui donner des sacs. Tu sais pas vraiment comment réagir puisqu'il s'est encore rien passé. Donc moi, personnellement, si j'avais été à leur place, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis le sac dans un panier vide. Et comme ça, voilà, je le mets dans un panier vide et je m'acharne sur personne. Alors que là, dès le premier tour, tu as au moins 2 à 3 sacs direct dans le panier de Vincent et Laure. Et je me suis dit, en fait, pourquoi eux? Parce que physiquement, c'est pas ceux qui font le plus peur. En termes de stratégie, des épreuves, des machins, voilà, c'est pas eux qui font le plus peur spécialement, enfin, comparé à d'autres qui sont là. Alors que Moussa, Nawel, c'est quand même deux monstres physiquement. Pour le sport, ils peuvent être hyper dangereux. Après, sur tout ce qui est stratégie et tout, peut-être un peu moins. Après, sur la sociabilité, Moussa, il est dangereux de fou parce que Moussa, il a quand même un côté très sympathique et qui fait qu'il arrive souvent à créer des alliances très facilement. Mais en vrai, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Surtout que quand tu vois, c'est pas comme s'il y avait eu d'autres épreuves, d'autres trucs et tout. Je sais pas, pour moi, j'aurais été plus. Sur la première preuve, j'aurais été sympa. Enfin, du moins sur le premier tour. J'aurais été sympa, j'aurais mis dans un panier vide et après, j'aurais mis dans le panier des gens qui mettent dans le mien. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui par la suite réagissaient comme ça, en mode et c'est tel binôme qui vient de mettre un sac chez nous, hop, après tu mets chez eux. Et je pense que c'est la meilleure des stratégies, en tout cas dans un jeu où tu viens de débuter et qui s'est encore rien passé. Après, quand il y a des stratégies qui sont mises en place et tout, oui, là, c'est pas étonnant qu'on puisse viser des gens. Mais là où il s'est encore rien passé, je trouvais ça bizarre. Pourquoi Vincent et Laure? J'ai pas trop compris pourquoi. Bref. En tout cas, c'est eux qui vont lâcher les premiers, et petit à petit, de toute façon, tout le monde va lâcher un peu. Jusqu'à la finale entre Charlotte et Jacques. Alors Charlotte et Jacques, j'aurais jamais misé sur eux en finale de l'épreuve, hein, pas du tout. Mais en tout cas, ils ont été hyper impressionnants. Et c'est Clémentine et Yacine qui gagnent. Comme je l'ai dit, ils sont hyper avantagés sur l'aspect sportif. Euh, et, euh, et surtout sur l'aspect de la stratégie des autres. Parce qu'en fait, comme les autres, au final, quand il ne reste plus que les deux binômes finaux, en fait, Charlotte et Jacques sont plus chargés. C'est-à-dire que eux, ils portent 5 kilos de plus que Yacine et Clémentine, mais du coup, à chaque manche, quand ils vont chercher un sac, en fait, ils se rajoutent chacun 5 kilos. C'est-à-dire que dans tous les cas, plus ils montent, bah, ça change pas le fait que Charlotte et Jacques ont toujours 5 kilos de plus, en sachant que physiquement,
Yacine, tu as l'impression que lui, porter 60 kilos comme ça, enfin, retenir 60 kilos à la corde en motion, que ça lui fait quasiment rien. Donc voilà, c'était un peu évident. Voilà. Mais après, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas chargé les groupes les binômes où il y avait les mecs les plus monstrueux physiquement, quoi. Et après, encore une fois, c'est normal aussi, c'est la première épreuve, il n'y a pas encore trop de stratégie de mis en place. Donc c'est un petit peu normal, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, Denis il annonce que voilà, Clémentine et Yacine vont pouvoir aller sur l'île, voilà, faire leur confort et tout, mais qu'ils iront pas tout seuls. Et du coup, Yacine et Clémentine choisissent d'emmener Charlotte et Jacques. Encore une fois, c'est normal. Je veux dire, c'est la première épreuve. Il n'y a pas encore spécialement d'affinité, donc tu prends celui qui a fini deuxième, c'est logique. Il n'y a rien à redire dessus. Après, évidemment que si on avait été 3 à 4 épisodes plus tard, évidemment que là les choix auraient été plus complexes parce que tu aurais plus tendance à emmener tes alliés pour être sûr de gagner, surtout avec un avantage comme connaître l'épreuve du lendemain. Mais là, évidemment, il n'y a pas encore d'alliance, il n'y a rien, donc tu prends celui qui a fini deuxième, c'est plutôt logique. Voilà. Ensuite, sur ce qui se passe entre eux deux, en vrai, sur ce qui se passe entre eux deux, j'ai trouvé que c'était pas hyper pertinent ce qui s'est passé entre les deux épreuves. Parce que en fait, d'un côté, on a vu du coup Clémentine, Yacine, Charlotte et Jacques profiter du confort. Donc, ils découvrent un peu la petite île, tout le confort qu'ils ont sur la petite île. Et le lendemain, au réveil, ils découvrent l'épreuve qu'ils feront plus tard dans la journée. On les voit très rapidement s'entraîner, histoire de pas non plus trop spoiler l'épreuve, parce que sinon c'est chiant, quoi. Si tu les vois s'entraîner et puis qu'après tu vois l'épreuve 10-15 minutes après, en fait tu t'en fous de l'épreuve, puisque tu as déjà vu le principe au complet dans l'entraînement. Au moins là, ça a été extrêmement vite, et je trouve que c'est plutôt pas mal de le balayer assez vite. Voilà. Et sur le camp des autres aventuriers qui ont perdu, en fait, il se passe pas grand-chose. En fait, le truc, c'est que tout ce qu'on nous montre, c'est que les aventuriers essayent de faire le feu et qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, pour le premier jour. On nous a montré quasiment que ça. Et le lendemain, ils retentent, et là, ils arrivent enfin à faire le feu, et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, finalement, ils y arrivent. Mais en vrai, il s'est passé que ça, tu vois, il n'y a pas eu de discussion intéressante pour créer une alliance ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment juste, on essaye de faire le feu. Et j'avoue que c'est peut-être la partie que j'ai le moins aimée de l'épisode. C'est la partie entre les deux épreuves. J'ai trouvé qu'elle était un peu... je vais pas me dire qu'elle était à chier, mais parce que le parallèle entre Yacine, tu vois, qui peut faire le feu tranquillement avec sa pierre à feu, et les autres qui galèrent et qui sont obligés d'attendre le lendemain pour réessayer et y arriver que le lendemain, bon, c'était amusant, mais en soi, on voit qu'il y a de la bonne humeur, que les gens s'entendent bien, voilà, c'est le début du jeu, mais ça change pas que ça raconte pas grand chose de plus pour la suite, quoi. Voilà. Donc ensuite on a l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est tout simplement, en gros, vous avez une planche à bascule. Donc sur la planche, les aventuriers doivent empiler 6 pièces, en sachant que eux, pour venir empiler 6 pièces, ils marchent sur tous les deux chacun une planche, du coup qui fait la bascule. Donc ils doivent toujours faire en sorte de rester au même niveau, parce que sinon le truc au milieu il fait tomber leur pièce s'il est trop déséquilibré. Bref, une épreuve que j'ai trouvé sympa, et encore une fois, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle soit hyper statique. En fait, les aventuriers ne bougent pas tant que ça. Et en soi, moi, ce genre d'épreuve me dérange pas. Mais en fait, ce que j'aime bien pour moi dans un bon épisode de Koh-Lanta au niveau des épreuves, c'est d'avoir une épreuve hyper dynamique et une épreuve statique. Et je trouve que en termes de visionnage, c'est beaucoup plus agréable. Que là, on a eu 2 épreuves quasiment statiques. Et c'est vrai que pour un épisode qui dure 2 heures, quand même 2 heures, avoir 2 épreuves assez statiques et après juste regarder des gens blablater, construire une cabane, des choses comme ça, du coup ça fait que l'épisode n'est pas hyper dynamique, voilà. Alors ça reste un très bon épisode, hein. Je dis pas qu'un épisode qui n'est pas dynamique est mauvais,
Mais je veux dire, moi j'aime bien quand tu as quand même une épreuve forte où ça bouge bien, ça bouge pas mal. Toi, ça te réveille bien là quand tu viens juste de manger, tu vois? Hop, ça te réveille bien et ensuite bon, bah, voilà, tu te fais ta digestion et tu es tranquille. Bon, mais si la digestion se fait pas en en 15 minutes, le temps de l'épreuve, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bref. En tout cas, l'épreuve était plutôt sympa, et sur le début, effectivement, les binômes qui ont, pu s'entraîner avaient clairement l'avantage. Mais c'est bel et bien Freddy et Christina qui vont remporter l'immunité, hem, avec une stratégie beaucoup plus simple, hein. En gros, c'est qu'ils se sont dit: «En fait, on va aller lentement tout le long de l'épreuve, mais en allant lentement». Voilà, c'est un peu le principe, hein, du lièvre et de la tortue, hein. Le lièvre, il veut tellement aller vite, voilà, qu'il prend un petit peu de l'arrogance, voilà, et puis il finit par faire des petites pauses, des machins, et puis, bah, au final, c'est la tortue qui gagne. Parce que, bah, elle a toujours persévéré, même si elle était plus lente. Et du coup, bah, c'est clairement ce qu'a fait, Freddy et Christina, c'est qu'ils se sont dit: «On va y aller lentement, on va pas se presser, mais on va gérer, notre truc, comme il faut». Alors que les autres avaient tendance à aller beaucoup plus vite, mais dès qu'ils enchaînaient leur 4e ou 5e pièce, bah, ça devenait assez compliqué. Dès qu'il y avait un faux mouvement, ça tombait ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était la catastrophe. Donc voilà, Christina Freddy qui remporte l'épreuve, moi je trouve ça cool. Alors c'est pas le binôme que je veux voir gagner. Voir Freddy aller loin, ça me ferait plaisir parce que c'est vrai que c'est un aventurier que j'aime beaucoup. Mais j'ai déjà d'autres duos que j'aime un peu plus. Mais je dirais que celui-ci il est dans mon top 3 des binômes que j'aime bien. Et surtout, bah, les voir gagner, c'est vachement cool parce que Christina, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas revenue à koh Lanta. Je crois que c'est depuis le combat des héros ou un truc comme ça, vous savez, la saison aventurier contre sportif de haut niveau. Et puis bon, bah, Freddy, bah, lui, il s'était blessé direct sur la première épreuve de la dernière saison All-Star, et du coup, il avait dû quitter l'aventure direct. Donc là, le voir revenir et gagner l'épreuve, ça fait plaisir. Voilà. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'avant le conseil, il va se passer plein de choses. Bah, déjà, on peut noter que Yacine, il s'éclate à construire des choses. Voilà, il a construit une cabane en 2 heures. En 2 heures, il a construit une cabane de fou. Voilà, et c'est là où on voit qu'en fait, bah, koh Lanta est plus intéressant quand tu prends des gens du quotidien qui ont une vie normale, plutôt que oui, machin, alors j'ai rien contre Meissa, hein, mais machin a été brûlé au je sais pas combien de degrés, sur quasiment tout le corps, il a survécu. Machin a gravi, je sais pas combien de montagnes, machin a gagné 10 médailles olympiques ou je sais pas quoi. Bah ouais, je suis désolé, mais là on a la preuve que les gens du quotidien sont beaucoup plus intéressants à voir. Yacine, tu vois, c'est juste un gars normal qui travaille dans la construction de bâtiments. Et le gars, bah ouais, en 2 heures, il t'a fait une cabane de fou. Et le lendemain, il t'a même fait une douche comme ça en 2 secondes, quoi. Alors que bah, dès qu'on prend des gens qui ont un parcours atypique dans la vie, et je dis pas qu'ils sont pas inintéressants ces gens-là, mais sur le camp, bah, ils savent rien faire. En fait, ils savent rien faire. Ils sont incapables de faire une cabane potable ou des choses potables. Alors pourtant, ils ont vu les saisons d'avant où il y a eu des mecs qui ont fait des trucs de fou sur le camp. Mais au lieu de s'en inspirer, bah, en général, les gens font pas grand-chose. Et ça fait plaisir de voir un peu des gens du quotidien, des gens un peu plus proches de nous. Bah, du coup, bah, voilà, montrer que, bah, ouais, j'ai peut-être pas gravi l'Everest, mais au moins, bah, voilà, je peux faire quelque chose de potable en peu de temps, quoi. Parce que là, leur cabane, elle est incroyable. Et comme le dit, je sais plus quelle aventurière, voilà, Bébel, elle en revient pas, qu'il s'est fait ça en 2 heures. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça fait du bien de revoir un peu ce genre de candidat. Ensuite, il y a il y a Vincent et Laure qui nous disent qu'ils se sentent en danger par rapport à l'épreuve de confort, parce qu'à l'épreuve de confort, tout le monde s'est acharné sur eux. Du coup, ils se sentent en danger. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi eux seraient en danger plus que les autres. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi les autres en veulent à Vincent et lorsqu'effectivement dans les discussions leur nom revient. Et
Le problème, c'est que on n'a pas, au montage, un moment où on nous explique pourquoi les autres veulent éliminer, Laure et Vincent. Tu vois, par exemple, au lieu de passer 15-20 minutes à regarder des gens essayer de faire du feu, bah, ça aurait été sympa de passer plus de temps là, sur la deuxième partie, à nous expliquer les raisons pourquoi les gens veulent voter contre d'autres personnes. Parce que on n'arrête pas de nous dire que Vincent et Laure sont en danger sans qu'on comprenne pourquoi les gens leur en veulent. C'est lunaire parce qu'ils aident sur le camp, sur les épreuves, ils s'en sortent plutôt bien, ils essayent de faire de leur mieux. Euh, à côté de ça, bon bah oui, il manque un petit peu de social, mais encore une fois, bah, est-ce que c'est facile d'avoir du social avec des gens qui, le jeu même pas commencé, se sont déjà acharnés sur ta gueule? Enfin, c'est compliqué quoi. Donc, ouais, j'aurais aimé qu'on nous montre à l'écran pourquoi les gens en veulent autant à Vincent et Laure. Enfin, en tout cas, pourquoi ça devrait être c'est la meilleure cible à éliminer en premier. C'est surtout ça que j'aimerais savoir. Ensuite, on a Johanna qui nous dit qu'elle aussi pense que son binôme est en danger. Là, encore une fois, on nous explique pas pourquoi ils sont en danger. Alors, Yacine trouvera une justification quand il sera au conseil, mais je veux dire, on ne devrait pas attendre le conseil pour savoir pourquoi les gens sont en danger. Justement, c'est plus intéressant de le savoir avant, et quand les gens sont au courant, de savoir comment ils essayent de s'en sortir, quoi. Que là, bah, le problème, c'est que, bon, bah, Johanna, elle fait oui, je me sens en danger, machin, j'essaye de tout faire pour qu'on s'en sorte en parlant avec les autres, en cherchant un collier, mais Maxime, lui, il fout rien, je suis énervé parce qu'il fout rien, du coup, on passe beaucoup de temps là-dessus. Alors oui, c'est marrant, tu vois, quand t'as Johanna qui essaye de parler à Maxime et que lui, il est en train de jouer aux dames avec Moussa, et que Johanna est complètement désespérée à côté, oui, la scène, elle est marrante, mais... Mais c'est bien aussi de développer un peu pourquoi les gens veulent les éliminer, parce que bah, du coup, on a des gens qui se sentent en danger, mais on n'a aucune justification de pourquoi ils sont en danger. Alors qu'il y a en général, on est censé le savoir, de pourquoi les gens sont en danger. Tu vois, il y a des saisons, il y en a qui vont être en danger parce que oui, tu nous as trahis, ou machin, tu as été moins performant, ou voilà, il y a tout. Des fois, même eux-mêmes, des fois, se mettent dans la tête qu'ils ont été moins bons, donc ils vont se décaler un peu des autres, et du coup, ça va devenir des cibles de vote parce que bah, les autres ne veulent pas se voter entre eux. Enfin bref, il y a toujours plein de justificatifs. En général, on est au courant que là, bah, on est au courant de rien. C'est juste, oui, machin est en danger, machin est en danger, et puis bah, on s'en fout du reste. Bref. Donc voilà, donc comme j'ai dit, Maxime il profite au lieu de se défendre. Voilà. Yacine qui a créé une douche, ça je l'ai dit. On a Lola personnellement que j'aime beaucoup. Voilà, en plus elle est en binôme avec Dorian hein, qui représente chez moi, hein, enfin chez moi, du coup j'habite plus à Caen, mais qui représente le coin. Mais du coup, Dorian et Lola, donc je sais pas que Lola aussi avait été mis à l'orientation, mais du coup, voilà, les deux qui ont été mis à l'orientation au 4 terre, en binôme actuellement. L'un qui est plus doué pour les épreuves et l'autre pour la stratégie, hein, donc au moins ça fait un binôme assez complémentaire. Et Lola en fait va avoir une idée plutôt pas mal. Son problème c'est que Dorian est pas assez stratège pour suivre le pas, et ça c'est très dommage. Voilà, je sens que Dorian il va un peu m'énerver par moment, hein, voilà, même si encore une fois hein, il représente mon coin, donc il y a quand même un petit affect, hein, mais puis c'était mon préféré des 4 terres, mais bon au bout d'un moment, va falloir éliminer hein, Dorian, hein, on s'en fout que t'aimes les autres, hein, le but c'est que tu gagnes, donc voilà. Et du coup l'idée de Lola c'est de se dire non mais attends. Et encore une fois, on n'a aucun justificatif sur Laure et Vincent. Hein. Attends, c'est bien ça. Hein. Oui, Laure et Vincent. On n'a toujours pas de justificatif par rapport à eux. Hein. Mais Lola, elle fait, mais attends, pourquoi ce serait Laure et Vincent qui devraient partir? Bon, encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Mais vas-y, pourquoi ça devrait être eux qui devraient partir? Et pourquoi on éliminerait des anciens? Bah ouais. Attends, on a des anciens, en plus ils sont très forts. Hein. Freddy, il est très fort. Moussa, il est très fort. Donc pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de les éliminer? Et son idée, elle est pas conne. Hein. En plus, il n'y a pas d'équipe. Donc, comme il n'y a pas d'équipe, bah, éliminer les plus forts dès le début, bah, en fait, c'est clairement possible. Parce que il n'y a plus ce truc de se dire, oui, faut garder les plus forts pour les épreuves, machin, jusqu'à la réunification.
Bah ouais, parce que là, ils fonctionnent en binôme, ils fonctionnent plus en équipe. Donc, éliminer un Moussa, un Hugo, des gens comme ça, en fait, tu t'en fous. Parce qu'ils sont pas là pour te faire avancer. Donc c'est très bien. L'idée de Lola, elle est très bien, même si elle va faire une erreur pendant le conseil. Mais l'idée de Lola, elle est extrêmement bien. Voilà, d'ailleurs Clémentine va féliciter Lola et les autres pour leurs idées. Du coup, le but de Lola, c'est de casser l'alliance Moussa, Yacine, Christina. Donc par extension également Nawel, Clémentine et Freddy. Voilà, puisque même si on nous dit que l'alliance est Moussa, Yacine et Christina, automatiquement leurs binômes sont protégés par l'alliance et puis eux rentrent totalement dans les votes de l'alliance, donc ils en ont un peu, voilà, ils n'ont pas autant d'état d'âme que Dorian, quoi. Donc voilà. Et à partir de là, Johanna, elle va un peu me saouler parce qu'elle va faire le truc qu'il faut pas faire, c'est que au lieu de sauver son cul, enfin, dans sa tête, elle imagine qu'elle va se sauver. Mais en fait, au lieu de se sauver en créant une grosse alliance pour éliminer Moussa, ou parce que le nom qui a été cité c'est Moussa, mais au lieu de dire on crée une grosse alliance pour éliminer Moussa, ou Yacine, ou Christina, mais en fait, Johanna, elle va aller voir Moussa, puis elle va tout lui raconter. Voilà. Ce qui va créer des tensions sur le camp, parce que du coup, Johanna va balancer Tania, alors que Tania, elle est à l'origine de rien du tout, parce que Tania, on lui a juste proposé à elle et Nicolas de participer à cette alliance-là. Du coup, elle a été en parler avec Johanna, histoire d'avoir l'avis de Johanna sur le truc. Sauf que du coup, Johanna, quand elle va voir Moussa, elle accuse Tania d'avoir créé une alliance contre Moussa. Ce qui crée un bordel énorme, parce que du coup, tout le monde s'en prend un peu les uns les autres. Voilà, d'un côté, tu as Moussa qui est pas content, parce que on veut du coup l'éliminer et tout ça. Après il est pas content, il est pas au point d'un Moundir à l'époque, hein, mais voilà, il est pas très content, donc il va avoir des justificatifs quand Johanna vient lui raconter les trucs. Et puis Johanna, elle accuse la mauvaise personne, donc Tania elle s'énerve sur Johanna, enfin bref, c'est le bordel. Et clairement ça a été la pire idée de Johanna, parce que je pense que c'est en partie ça qui va faire que certaines personnes vont changer de vote par la suite. Parce que du coup, après, on arrive au conseil. Au conseil, ça va reparler de ce qui s'est passé juste avant. Donc Tania qui va se défendre en disant non, mais moi, on m'a accusé d'une stratégie que je n'ai pas mis en place, une stratégie qu'on m'a proposée et que moi, j'ai juste été tâter le terrain pour voir ce que les gens en pensaient. Et puis, on m'a accusé d'être à l'origine du truc. Et là où Lola a fait une connerie, et d'ailleurs dans le teaser de l'épisode suivant, Lola elle le précise bien qu'elle a fait une connerie, c'est qu'elle a trop parlé. Parce que Lola, elle va dire oui. Bon, après, c'est aussi Denis qui est chiant à poser des questions et à mettre les gens dans la merde. Mais vraiment, Lola dire oui. J'ai globalement donné l'idée de pouvoir éliminer des gens de l'Alliance, machin. Pour qu'on puisse s'en sortir. Le but c'est pas qu'on se fasse, enfin elle le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend. Le but c'est pas que eux ils se fassent éliminer et puis que Moussa, comme c'est le plus ancien, ce soit lui qui gagne, quoi. C'est pas enfin que ce soit Moussa ou Freddy ou machin, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est de gagner et d'éliminer les autres. Donc elle dit voilà, moi j'ai donné des idées et puis après c'était aux autres de suivre ou ne pas suivre. Et effectivement, même si dans le teaser, ça n'a pas l'air de se retourner contre Lola tout de suite, c'est un truc qui pourra se retourner contre elle plus tard. Bon, d'ailleurs, au conseil non plus, ça n'aura pas d'impact sur Lola. Mais je pense que c'est parce que Dorian est vachement bien aimé par l'Alliance que ça aide. Donc au niveau des votes, au début, ça fera égalité entre Laure et Maxime. Puis ensuite, ils vont revoter. Et cette fois, c'est bien Maxime qui aura le plus de votes, notamment Clémentine et je crois que c'est Jacques qui vont du coup changer leur vote demain et du coup éliminer Maxime et Johanna.
Et du coup, je suis plutôt content que ce soit eux qui soient éliminés, parce qu'en vrai, pour moi, sur ce qu'on a vu de ce début d'aventure, c'était le pire binôme. Les deux n'ont pas réussi à être en un vrai binôme, même là où Yacine et Clémentine, ils n'arrêtent pas de nous remontrer le fait qu'à l'époque ils se détestaient à mort, bah, ils arrivent à être ensemble, à communiquer, à être un vrai binôme. Là, eux, ils n'ont pas réussi, et de ce qu'on voit dans le teaser, ils n'arriveront jamais à s'entendre dans cette saison. Donc c'est extrêmement compliqué. En plus de ça, Johanna, elle s'est beaucoup battue pour son binôme, alors que Maxime en avait rien à foutre, hein. Lui-même il le dit, de toute façon Johanna, elle va tout faire, moi je vais juste suivre le pas. Je la laisse tout gérer. Moi, globalement, moi je suis juste là pour m'amuser, pour profiter. Alors oui, je peux comprendre, t'es avec Moussa, t'es avec Freddy, machin, c'est des légendes de koh, c'est très cool et tout. Mais faut pas oublier que t'es là pour gagner. On s'en fout que t'es avec Freddy ou je sais pas qui. T'es là pour gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu idolâtres Freddy, il va falloir que tu l'élimines, le gars. Donc voilà, en fait, Maxi, en fait, il s'est comporté cette saison comme Sam à l'époque de l'île des héros, qui était très chiant, hein. Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec Sam, qui était trop en mode oh fanboy Claude. Alors Claude, Théora, machin, effectivement, c'est des légendes aussi, mais au bout d'un moment, le but c'est que ce soit toi qui gagne, pas Claude ou Théora, quoi. Donc bats-toi, élimine-les, quoi. Alors que tu sois en alliance avec eux pendant un temps, ok, mais au bout d'un moment, arrêtez de faire les fanboys. Surtout que c'est pas comme si vous êtes déjà sûrement rencontrés en dehors de l'émission, ou même avant. Enfin, c'est. Je sais pas. Alors oui, vivre l'aventure avec eux, sûrement différent que d'aller de boire un verre ensemble, mais je sais pas, j'ai du mal avec les candidats qui sont trop fanboy comme ça dans ce genre de All-Star ou machin. Voilà, personnellement, je ferai un All-Star, je serai avec des gens comme ça, je serai hyper heureux aussi. Mais s'il faut les éliminer, je les éliminerai. Il y aura pas de, je ferai pas de scrupules, hein. Voilà, c'est un jeu où il faut éliminer, être le dernier survivant. Bah, faut être le dernier survivant, c'est tout. Peu importe qui est avec toi, que ce soit une légende ou pas une légende, bah, t'es pas là pour faire gagner les autres, t'es là pour gagner. Donc voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est pas mal ceux qui partent. Voilà. D'ailleurs, comme je l'ai dit, Yacine, lui, ce qu'il reproche enfin ce que Yacine reproche à Maxime, enfin surtout à Maxime, parce qu'en vrai il a rien à reprocher à Johanna, bah, c'est que Maxime était trop passif sur le camp. Et effectivement, Maxime, il a aidé à construire la cabane, parce que lui il dit mais non, j'étais pas passif, faut pas dire n'importe quoi. Mais si, en fait, sur le camp, t'as aidé à construire la cabane, comme tout le monde a aidé à construire la cabane, mais après, bah, t'as plus rien fait. Je veux dire, et même quand ton binôme était en danger et que Johanna faisait tout pour t'aider à te sauver, et que toi t'étais juste en mode là, mais non, moi je reste là, j'en ai rien à foutre. Ah, moi je joue avec Moussa, j'en ai rien à foutre. Bah, après, faut pas chialer que t'es éliminé, hein. D'ailleurs, Johanna le disait elle-même, hein, il me saoule, il m'aide pas, il fout rien. Et si on est éliminé, en plus, c'est lui qui va être vexé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que Maxime a juste cherché à profiter, pas cherché à se sauver, en sachant qu'il était en danger, que des gens avaient émis son nom à éliminer, et qui est en mode ouais, non, j'y crois pas, c'est pas très grave, machin. Et après, il se fait éliminer, et puis il est pas content. Je veux dire, t'avais qu'à mieux jouer aussi. Enfin, là, c'est clairement de sa faute, hein. S'il avait aidé Johanna, ils auraient peut-être trouvé un collier en cherchant à deux, ils auraient peut-être pu retourner quelques têtes. Enfin, voilà, hein, pour moi, l'élimination de Maxime Johanna, c'est la plus logique. C'est la plus logique de tous les binômes, hein. Franchement, parce que les autres, ils fonctionnent tous en binôme. Voilà, eux, c'est les seuls qui ont du mal à fonctionner correctement pour l'instant. Voilà, parce que je me doute bien qu'ils sont des binômes qui vont sûrement aussi se briser peut-être plus tard, ou je ne sais pas, mais voilà, pour moi, cette élimination-là, elle est hyper logique. Voilà. Et du coup, ben, pour le teaser, ce qui m'a saoulé, c'est que l'île des bannis est là. Ouais, tout ce que je déteste. L'île des bannis, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est juste l'excuse pour garder les gros aventuriers le plus longtemps possible. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque pour essayer de garder des Claude ou Théora au cas où ils étaient éliminés trop tôt ou des machins. Je déteste ça. En fait, je déteste
l'île des bannis, parce qu'en fait, l'île des bannis, en fait, elle va te créer des aventuriers comme étant des légendes auprès du public, alors que les aventuriers sont pas si doués que ça. Je prends le cas de Hugo, parce que Hugo, c'est le plus marquant pour ça. C'est que Hugo, il vient dans koh la légende. Il est nul en social. Je parle que pour la koh la légende, hein. Je parle que de cette saison-là, je parle pas des autres saisons. Pour cette saison-là, il arrive, il est nul en social, il est nul en stratégie. En épreuve, bon, en équipe, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves, il se fait éliminer très tôt. Paf, il y a l'île des bannis, et du coup, là, il enchaîne les victoires sur l'île des bannis qui lui permet de revenir dans le jeu. Et du coup, ben, comme au final, Hugo, tout ce qu'il faisait, c'était gagner des épreuves en solo contre d'autres gens, en duel, et il est devenu une légende auprès du public. Sauf que je suis désolé, mais c'est pas un très bon aventurier, Hugo. J'ai rien contre lui de spécial. Mais quand tu prends les 4S de Freddy, en fait, Hugo, il a que le sport, hein, de bon. Allez, on va rajouter la survie parce que Hugo, c'est pas le genre d'aventurier à rien foutre sur le camp. Mais après, social stratégie, il est nul, hein. Alors, dans cette saison, je compte que pour la légende, hein, mais parce qu'au final, Hugo est devenu ultra populaire auprès du public avec la légende, hein, parce que avec sa première saison, honnêtement, quasiment personne n'a retenu le nom d'Hugo. Après, il est devenu ultra populaire avec la légende, et puis voilà, on va voir ce qu'il va faire ici, hein. Après, peut-être qu'il va se réveiller, hein. Quand on regarde de Clémence, par exemple, ça a été le cas, hein. Clémence, dans sa première saison, c'est pas oufissime, hein, Clémence, hein. Dans sa première saison, Clémence, elle reste cachée derrière Mohamed quasiment toute la saison, et puis elle profite que des dernières épreuves pour s'en sortir et trahir Mohamed, et du coup gagner koh comme ça. Et ensuite, plus tard, elle a fait des saisons où elle a vraiment joué à fond du début à la fin, et c'était plus intéressant. Que là, j'espère que c'est ce qui va se passer avec Hugo, mais c'est pour ça que j'aime pas l'île des bannis. Parce que par exemple, là, l'île des bannis, imaginons que Maxime, il gagne toutes les épreuves et il revient dans le jeu. Du coup, les fans vont être en mode « Ah, mais Maxime, il est incroyable, c'est un super aventurier », alors qu'au final, il n'aura fait que gagner des épreuves. Alors qu'à côté de ça, il aura été éliminé très tôt parce qu'il fait pas grand chose sur le camp à part avoir aidé à construire la cabane, parce qu'il a un social qui est pas si ouf que ça, parce que même s'il essaye de bien parler avec les gens, au final les gens voulaient quand même l'éliminer. En stratégie, il est nul à chier parce que de toute façon, même s'il sait qu'il est éliminé, il veut rien faire pour se défendre. Et après, si le gars, après, s'il gagne plein d'épreuves sur l'île des bannis, on en fera un héros de koh alors qu'en réalité, il est pas ouf. Et en fait, c'est avec ça que j'ai du mal pour l'île des bannis. C'est qu'en fait, on crée des légendes qui ne sont pas réellement des légendes. Parce qu'en fait, t'enlèves l'île des bannis, en fait, tu te rends compte que les gens ont été très mauvais dans la vraie aventure de koh sur le vrai jeu, quoi. Et pas sur le truc annexe. Donc voilà, moi je suis désolé, mais l'île des bannis, je déteste ça. Voilà. Et j'espérais que ça reviendrait pas, mais évidemment que c'est revenu et c'est extrêmement chiant. Bref. Du coup, pour conclure, l'épisode était plutôt sympa. Il y a des choses moi qui m'ont dérangé, comme le fait qu'au montage, on nous aide pas tant que ça à comprendre ce qui se passe. Par exemple, comme j'ai dit, on ne comprend pas pourquoi les gens en veulent autant à Vincent et Laure ou à Johanna, Maxime. Et encore, Johanna, Maxime, on aura au moins une réponse au conseil, mais Laure, Vincent, l'épisode il est passé, on ne sait toujours pas ce que les gens leur voulaient. Et ensuite, il y a aussi un truc moi qui m'a dérangé, c'est à propos de l'alliance. C'est sûr que d'un coup on nous dit Lola nous dit oui, il faudrait éliminer quelqu'un briser l'alliance, Moussa, Yacine, Christina. Et en fait le problème c'est qu'au montage tu n'as aucun truc de montrer pour qu'on comprenne qu'il y a une alliance qui a été créée. Alors oui, vite fait, ils nous montrent une image où tu les vois parler ensemble, mais c'est pas parce que les mecs ils parlent ensemble que, enfin les mecs et Christina, voilà, c'est pas parce qu'ils parlent ensemble qu'en fait ils sont en alliance. Je veux dire, pendant l'aventurier, tout le monde s'est un peu parlé à tout le monde, et c'est pas pour ça que tout le monde est en alliance avec tout le monde. Enfin, je veux dire,
j'aurais aimé qu'on nous montre des choses là-dessus, parce qu'en fait là d'un coup on nous dit oui il y a une alliance, mais en fait t'as rien qui te fait comprendre que l'alliance est vraiment là quoi. Bon après au conseil quand Lola en reparle, les gens ne réfutent pas l'existence de l'alliance, donc c'est qu'elle est vraiment là. Mais je trouve ça dommage que la production nous ait pas montré le rapprochement, la création de cette alliance. Encore une fois, comme j'ai dit, on nous a fait chier pendant au moins 10-15 minutes avec une tribu qui veut faire du feu qui n'y arrive pas, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à montrer, quoi. Bref, après, c'est comme ça. Sinon, le reste, j'ai bien aimé. On n'a pas eu trop de portraits qui ont tout gâché, mais en même temps, les aventuriers, pour la plupart, c'est même tous, on les connaît déjà, mais il y en a qu'on connaît mieux que d'autres, forcément en fonction de ce qu'on a vu et de ce qu'on a préféré aussi. Donc, on n'a pas eu trop de portraits. On n'a pas passé trop de temps à découvrir les aventuriers, parce qu'encore une fois, comme on les connaît déjà, on va un peu plus vite à l'essentiel et tout, donc c'est plutôt pas mal, parce que souvent les premiers épisodes c'est pour moi les plus mauvais, en dehors des épisodes coupés en deux, mais les premiers souvent les plus mauvais parce que c'est long, faut le temps de découvrir tout le monde, donc on passe beaucoup de temps sur des choses un peu inutiles mais en même temps qui sont essentielles pour découvrir les aventuriers. Au moins avec les All-Stars, on n'a pas besoin de passer par cette phase là, donc c'est un peu plus agréable. Donc voilà. Après, pour l'instant, il y a des duos que j'aime beaucoup. Le Yacine Clémentine, j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon, chez les aventuriers, pour moi, Clémentine, c'est vraiment la plus complète. Après, Yacine, vous savez qu'à la base, c'est un aventurier que j'aime pas. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est bien. Et de ce qu'il fait dans cette aventure-là, pour l'instant, il confirme ce que je disais dans ma vidéo précédente. Quand je disais que Yacine sera très certainement différent en fonction des gens qui l'entourent, et en fait c'est vrai, voilà, parce que dans Koh-Lanta la légende, quand il est été avec Pascal et Dylan qui sont des mecs ultra toxiques, du coup Yacine était méga toxique de fou. Là où il est avec des gens beaucoup plus sympas, beaucoup plus cool, du coup Yacine est beaucoup plus cool. Vraiment le Yacine qu'on a là en train de déconner, de faire de l'humour, de bien parler, d'aider à construire la cabane, machin, on n'a pas vu ça dans Koh-Lanta. Alors c'était peut-être pas Koh-Lanta Légende, c'est l'autre d'avant, je sais plus comment ça s'appelait, enfin bref. Ou c'est peut-être Koh-Lanta Légende, je sais plus. Mais tu vois, quand tu regardes, t'as l'impression d'avoir deux Yacine totalement différents. Et honnêtement, le Yacine qu'on a vu là dans cet épisode-là, je le trouve hyper agréable. Alors, ce sera jamais mon aventurier préféré, mais tu vois, il remonte dans mon estime, et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, là où Maxime, lui, il a baissé, parce que je trouvais que dans La Revanche des 4 Terres, c'était pas le meilleur aventurier, mais c'était plutôt sympa. Mais là, il a clairement baissé dans mon estime. Alors encore une fois, je parle de ce qu'ils font dans l'aventure, hein. Les gens dans la vraie vie, je les connais pas, donc je juge pas les personnes dans la vraie vie. Je juge que de ce qu'ils font dans l'aventure. Et pour le coup, j'aime bien Dorian Lola. Bon, ça, j'avais déjà parlé. Dorian, c'est le gars de ma région, donc forcément, il y a un peu le côté où on a envie de voir gagner le gars de la région. Et puis Lola, c'est une très bonne aventurière, hein. Moi j'aime bien les stratèges, donc j'aime beaucoup Lola. Et après, le Freddy Christina aussi j'aime bien, mais après le duo Christina Freddy, c'est totalement de la nostalgie, hein, très clairement. Mais j'aime beaucoup aussi ce binôme-là. Après les autres sont sympas, à voir avec le temps ce qui va se passer. Voilà. Donc dans la globalité, on a eu un très bon épisode. Ça fait plaisir. À voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce premier épisode de la saison All Star. Et sinon, moi c'est de me joindre, bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.